J'ai oublié de dire à mon mari que le technicien avait réparé la caméra hier. J'ai allumé mon téléphone pour la tester et j'ai été choqué de voir ce que mon mari et ma propre sœur étaient en train de faire. Mais ce que ma mère a dit ensuite m'a anéanti. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Si vous m'aviez demandé il y a un an de décrire ma vie, j'aurais utilisé des mots comme parfaite, bénie, voire un peu ennuyeuse de la meilleure façon possible. Ma vie avec Gareth ressemblait à un jardin magnifiquement entretenu, prévisible, calme et fleurissant aux bons endroits. Nous avions une vie qui semblait tout droit sortie d'un catalogue sur le bonheur en banlieue. Il était, de l'avis de tous, le mari parfait. Ce n'était pas seulement qu'il était beau avec ce sourire facile et ses yeux bienveillants, ou qu'il réussissait dans son travail exigeant dans la finance. C'était sa présence. Gareth était comme une encre dans mon monde. Sa nature calme et stable me faisait me sentir entièrement et complètement en sécurité. Nous vivions dans une charmante maison coloniale de 2 étages dans un quartier tranquille, du genre avec de grands chênes tentaculaires qui créaient une canopée au-dessus de la rue. C'était le genre d'endroit où les voisins vous apportaient encore un plat lorsque vous étiez malade et vous saluaient de la main lorsque vous passiez en voiture. J'avais passé 7 ans à mettre tout mon cœur et toute mon âme à faire de cette maison un foyer. Je n'y vivais pas seulement, je créais une vie. J'avais planté moi-même les rangées d'hortensias le long de l'allée, les mains profondément dans la terre, les incitant à fleurir dans ces bleus et violets vifs chaque été. C'est moi qui avais passé 3 week-ends à tester différents échantillons de peinture avant de choisir finalement ce jaune beurre et chaleureux pour le salon, celui qui captait juste ce qu'il fallait le soleil de l'après-midi et faisait briller toute la pièce. C'était mon sanctuaire, une manifestation physique de la paix que je ressentais à l'intérieur. Et puis il y avait ma sœur, Delila. Elle avait 2 ans de moins que moi et était le feu d'artifice pétillant et imprévisible face à ma flamme de bougie stable et tranquille. Elle était indéniablement belle, dotée d'une sorte de charisme naturel qui attirait les gens à elle comme les papillons de nuit vers une flamme. Elle entrait dans une pièce, et c'était comme si l'énergie changeait, se recentrant autour d'elle. Je l'aimais. Bien sûr que je l'aimais. C'était ma sœur. Mais notre amour était une chose compliquée, traversée par un courant sous-jacent de compétition que je pense que personne d'autre n'a jamais vu. Mais je le sentais. C'était un bourdonnement sous la surface de chaque réunion de famille, de chaque fête partagée. Notre mère, je crois, l'alimentait sans jamais le vouloir. Ou peut-être qu'elle le voulait. Je ne le saurais jamais. Je me souviens d'un Thanksgiving il y a juste quelques années. Delila venait d'obtenir une grosse promotion dans l'entreprise de marketing où elle travaillait en ville, et ma mère a passé la moitié du dîner à s'en vanter. Notre Delila est en train de conquérir le monde, avait-elle annoncé à toute la table. Vice-présidente à son âge. Nous sommes si fiers. Puis elle s'était tournée vers moi, son sourire doux, mais ses yeux contenant une pointe de pitié. Et Audrey, ta nouvelle recette de tarte est tout simplement divine. C'est si merveilleux que tu aies un tel don pour rendre un foyer spécial. C'était un compliment enveloppé dans une insulte, un rappel que Delila était partie à la conquête du monde pendant que je faisais des tartes. J'ai senti une bouffée de chaleur familière d'embarras monter dans mon cou. Gareth, que Dieu le bénisse, l'avait remarqué. Il avait pris ma main sous la table, son pouce dessinant des cercles lents et rassurants sur ma peau. C'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée, avait-il chuchoté, juste pour moi. Et pour information, créer un foyer comme celui-ci demande plus de force et de talent que n'importe quelle salle de conseil. À ce moment-là, je l'aimais tellement que ça faisait mal. Il était celui qui me voyait, celui qui valorisait mon monde tranquille. Notre vie était une routine confortable et apaisante. Des petits déjeuners partagés sur le journal du matin, lui me donnant toujours la section des mots croisés. Des baisers rapides à la porte avant qu'il ne parte travailler. Une soirée passée blottie sur notre canapé moelleux, mes pieds sur ses genoux, à regarder de vieux films en noir et blanc. Nous avions nos rêves tranquilles, un voyage dans les vignobles d'Italie pour notre 10e anniversaire, peut-être prendre un chiot Golden Retriever une fois que son emploi du temps de voyage se calmerait. Tout semblait stable, sûr et permanent. Si sûr, en fait, que nous avions laissé les petites choses de côté, comme le vieux système de caméras de sécurité que les anciens propriétaires avaient installé. Il était un peu démodé, connecté à une application lourde sur nos téléphones, mais nous ne nous étions jamais donné la peine de le moderniser. La caméra principale dans le salon, celle pointée vers la porte d'entrée, était défectueuse depuis des mois.
L'image était principalement un écran noir, s'animant quelques secondes avant de s'éteindre à nouveau. Nous devrions vraiment faire venir quelqu'un pour regarder ça, disait Garrett de temps en temps, généralement après un reportage sur un cambriolage local. Et je convenais, oui, je vais l'ajouter à la liste. Mais la vie était chargée, et c'était une de ces tâches non urgentes qui finissaient toujours en bas de la pile. C'était juste un inconvénient mineur dans une vie qui n'en avait aucun. Je n'avais aucune idée que ce minuscule détail oublié, cette petite boîte sur le mur, était sur le point de devenir le témoin silencieux et impassible de la démolition complète et totale de mon monde entier. La semaine où tout est arrivé a commencé comme n'importe quelle autre. Garrett se préparait pour un grand voyage d'affaires sur la côte ouest, une conférence de 5 jours importante pour une promotion potentielle qu'il visait. C'était la première fois qu'il serait absent aussi longtemps depuis notre emménagement dans la maison, et je me suis surprise à ressentir une anxiété subtile et rampante. Ce n'était pas une peur rationnelle. Je ne m'inquiétais pas pour lui. Je m'inquiétais des craquements et des gémissements d'une maison de 2 étages la nuit, du silence inhabituel qui remplirait l'espace qu'il occupait habituellement. C'est cette peur simple, presque enfantine, d'être seul dans le noir qui m'a finalement fait prendre le téléphone. J'ai pensé, tu sais quoi? Je vais enfin faire réparer cette caméra. Ça me donnera juste un peu de tranquillité d'esprit pendant qu'il sera absent. Un petit chien de garde numérique pour me tenir compagnie. J'ai cherché sur Google une entreprise de sécurité locale avec d'excellents avis et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin. Un jeune technicien polynommé Mike est arrivé pile à l'heure, sa camionnette se garant dans notre allée à précisément 9 heures. Il était propre sur lui et efficace, et je me suis senti instantanément à l'aise. Je lui ai montré la caméra du salon et le boîtier dans le placard. Oui, je vois ça souvent avec ces anciens systèmes, a-t-il dit, en examinant un enchevêtrement de fils. C'est généralement juste une connexion desserrée. Il avait raison. En moins d'une heure, il avait trouvé le problème, un fil défectueux dans le boîtier de connexion qui provoquait un court-circuit de l'image. Il l'a remplacé, a reconfiguré le système, puis a pris mon téléphone pour mettre à jour l'application. L'entreprise vient de lancer une mise à jour logicielle majeure, a-t-il expliqué en tapotant. C'est une grande amélioration. Ça devrait être comme neuf maintenant. Il m'a rendu mon téléphone, et j'ai regardé l'écran. L'image du salon était incroyablement claire. C'était de la haute définition. Je pouvais voir les fils individuels du coussin sur le fauteuil, les grains de poussière dansant dans le rayon de soleil qui traversait nos parquets. Mais la vraie surprise, c'était l'audio. L'ancien système n'avait jamais capté le son. Enfin, c'était surtout du grésillement. Ouah, le son est incroyable, ai-je commenté, en me penchant plus près du haut-parleur de mon téléphone. Je peux entendre le tic-tac de l'horloge grand-père depuis l'autre bout de la pièce. Mike a souri, fier de son travail. Oui, c'est la plus grande partie de la mise à jour. Un microphone beaucoup plus sensible. Vous pouvez pratiquement entendre un chuchotement à 6 mètres de distance maintenant. Il m'a fait une brève démonstration des nouvelles fonctionnalités de l'application, comment revoir les séquences enregistrées, comment recevoir des notifications activées par le mouvement, comment sauvegarder des clips. C'était très impressionnant. Je l'ai remercié, j'ai payé la facture pour l'intervention, et il est parti. Dès que sa camionnette a quitté l'allée, la journée s'est accélérée. Mon attention s'est entièrement portée sur Garrett et son voyage imminent. Le nettoyage à sec de ses costumes devait être récupéré. Il ne trouvait pas sa cravate préférée, ce qui m'a envoyé à la chasse dans notre placard pendant 20 minutes. Juste après l'avoir trouvé, mon patron du travail de comptabilité à temps partiel que je faisais de la maison a appelé avec une question urgente sur le rapport trimestriel d'un client, et je suis resté au téléphone, plongé dans des feuilles de calcul pendant 45 bonnes minutes. Après cela, j'ai réalisé que je devais aller à l'épicerie pour acheter les ingrédients du dîner spécial, dernière nuit à la maison, que je voulais lui préparer. Dans ce tourbillon de vie quotidienne tout à fait normal, la réparation de la caméra est devenue une note de bas de page, puis a complètement disparu de mon esprit. L'idée de dire à Garrett, au fait, la caméra dans le salon fonctionne parfaitement maintenant, son inclus, n'a même jamais fait surface. C'était un détail domestique si mineur, comme changer une ampoule ou arroser les plantes. Pourquoi serait-ce important? C'était une omission née non pas de malice ou de suspicion, mais de pure et simple distraction. C'était l'erreur la plus innocente. Et ce fut la plus grande, la plus catastrophique erreur de ma vie. J'avais, dans mon ignorance béate, méticuleusement planté le décor.
Je ne savais tout simplement pas que la pièce que j'allais regarder était une tragédie, et que j'étais la seule personne de la distribution qui ne connaissait pas son texte. Le lendemain, la veille du vol de Gareth, il est descendu habillé pour le bureau. Il m'a embrassé pour me dire au revoir à la porte, sa mallette à la main. Juste quelques dernières choses à régler avec l'équipe avant de partir, a-t-il dit, sa voix douce et facile. Il y a une conférence téléphonique pré-conférence à laquelle je dois participer. Je ne devrais pas en avoir pour plus de 2 ou 3 heures. Ne m'attends pas pour déjeuner, d'accord? D'accord. Fais attention sur la route, ai-je dit, en lui faisant un dernier câlin. J'avais ma journée de congé, un peu de liberté rare et bienvenue. Alors, j'ai décidé de me faire plaisir. Je suis allé en voiture dans un petit café du centre-ville que j'adorais, un endroit appelé le Grain Quotidien. C'était mon lieu de bonheur, un de ces endroits avec des fauteuils confortables dépareillés, la riche odeur de café et de pain frais flottant dans l'air, et un doux murmure de conversation. J'ai commandé un grand latte et un croissant aux amandes chaudes et je me suis installé dans un fauteuil d'angle avec un livre que je voulais lire depuis des lustres. C'était un moment de solitude parfait et paisible. Après environ 1 heure de lecture, j'ai posé mon livre et sorti mon téléphone, avec l'intention de faire défiler distraitement les réseaux sociaux. Mon pouce a survolé l'icône d'Instagram, mais j'ai alors vu la nouvelle icône bleue de l'application de sécurité. Une petite lueur de curiosité, comme un enfant avec un nouveau jouet, m'a traversé. J'ai pensé, sur un coup de tête, je me demande si ça fonctionne toujours aussi bien qu'hier. J'ai appuyé sur l'icône. Le flux en direct de notre salon est apparu, l'image impeccable. La pièce était vide, calme, le soleil de l'après-midi entrant à flot par les fenêtres. J'ai souri pour moi-même, ressentant un petit sentiment de sécurité ridicule. J'allais fermer l'application quand j'ai entendu un son par le haut-parleur de mon téléphone, le clic métallique distinct du pêne dormant de notre porte d'entrée qui se déverrouillait. Mon cœur a fait un petit bond. Je me suis penché en avant, les sourcils froncés par la confusion. J'ai regardé la porte s'ouvrir et Gareth entrer. Ma première pensée n'a pas été la suspicion. C'était juste de la confusion. Il est rentré tôt. J'ai pensé qu'il avait dû finir au bureau plus vite que prévu. C'est bien. J'ai failli fermer l'application, me sentant un peu coupable, comme si je l'espionnais dans notre propre maison. Mais quelque chose m'a fait faire une pause. Il a fermé la porte derrière lui et a jeté ses clés sur la table console avec un cliquetis familier que je pouvais parfaitement entendre à travers le téléphone. Il a regardé autour de la pièce vide, une expression étrange sur son visage. Puis il a sorti son propre téléphone et a tapé un message rapide. Un instant plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas un livreur. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, une contraction froide et douloureuse. C'était ma sœur, Delila. Elle s'est glissée à l'intérieur comme une ombre, fermant doucement la porte derrière elle. Elle portait un trench coat élégant et des talons, l'air de venir tout droit de son important bureau du centre-ville. Mais elle n'avait pas l'air de simplement passer pour une visite rapide entre sœurs. Il y avait une aisance dans ses mouvements, une familiarité possessive avec l'espace qui semblait profondément, fondamentalement anormal. Gareth n'a pas eu l'air surpris de la voir. En fait, son visage s'est fendu d'un large sourire sincère, un sourire que je ne lui avais pas vu adresser depuis très, très longtemps. Il s'est approché d'elle, et la façon dont il a posé ses mains sur sa taille, son pouce caressant le tissu de son manteau en la tirant vers lui pour un câlin, n'était pas la façon dont un homme étreint sa belle-sœur. C'était intime. C'était possessif. Ses bras se sont enroulés autour de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, et ils sont restés là un long moment, se balançant légèrement dans la pièce ensoleillée. Mon estomac s'est tordu en un œuf froid et dur. Le croissant que j'avais mangé ressemblait à une pierre dans mes entrailles. Mon esprit s'affolait, essayant désespérément de trouver une explication logique et innocente. Peut-être qu'elle était juste incroyablement contrariée par quelque chose au travail. Peut-être qu'elle venait d'avoir une terrible dispute avec quelqu'un. Gareth ne fait que la réconforter. C'est tout. C'est un bon beau-frère. Mais mon intuition, cette partie profonde et primale de moi que j'avais ignorée si longtemps, hurlait. C'était une sirène gémissant au plus profond de mon âme. Elle hurlait que j'étais en train de regarder quelque chose que je n'étais jamais, jamais censé voir. Je suis resté figé dans ce fauteuil moelleux, le bavardage amical du café s'estompant en un rugissement sourd et étouffé dans mes oreilles. Le monde autour de moi avait cessé d'exister.
Mon univers entier s'était réduit à l'écran lumineux de 5 pouces de mon téléphone, où un film d'horreur se jouait en temps réel, et j'en étais la vedette involontaire. Delilah s'est finalement retirée de l'étreinte, mais ses mains sont restées sur les épaules de Gareth. Elle l'a regardé avec ce sourire pétillant et coquet que je ne connaissais que trop bien, celui qu'elle utilisait quand elle était sur le point d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Je n'arrive pas à croire que nous avons toute la maison pour nous, a-t-elle dit, sa voix un murmure bas et sensuel. Le microphone du téléphone l'a capté avec une clarté écœurante et intrusive. On dirait une éternité que nous n'avons pas eu de vrai temps pour nous. Le rire de Gareth était doux, intime. Ça ne fait que 2 semaines depuis cette nuit à l'hôtel. Mais oui, ça semble être une éternité. Il s'est penché et l'a embrassée. Ce n'était pas un baiser rapide et volé. C'était un baiser long, lent et affamé qui parlait d'histoire et de familiarité. C'était le baiser d'un amant, pas d'un beau-frère. J'ai ressenti une vague de nausée si intense que j'ai dû déglutir difficilement pour ne pas être malade en plein milieu du grain quotidien. J'ai physiquement reculé, me pressant contre le fauteuil comme si je pouvais créer une distance physique avec l'éviscération émotionnelle qui se déroulait sur mon écran. Ils se sont séparés, et Delilah a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Elle est vraiment partie pour tout l'après-midi ? Tu es sûr, a-t-elle demandé, une référence désinvolte et méprisante à mon égard. Elle pense que je suis au bureau, a répondu Gareth, sa voix un mensonge doux et confiant. Elle ne rentrera pas avant des heures. Nous avons tout notre temps. La conversation qui a suivi a été la bande sonore de ma vie en train d'être systématiquement démantelée, pièce par pièce douloureuse. Ce n'était pas seulement du flirt. C'était un débriefing de leur vie secrète. Ils ont parlé des fois où ils avaient failli être surpris, des fois où j'étais presque entré alors qu'ils étaient ensemble, des fois où j'avais appelé Gareth alors qu'il était secrètement avec elle. Ils en ont ri. Ils ont vraiment ri. Ils ont raconté les excuses qu'ils avaient inventées, la toile complexe de mensonges qu'ils avaient tissée autour de moi, leurs mots créant une tapisserie de tromperie qui remontait à des mois, voire plus longtemps. Chaque phrase était un nouveau coup de poignard de trahison. Chaque rire partagé, une pincée de sel dans la plaie. Ce n'était pas une erreur récente, un moment de faiblesse. C'était une campagne de déception calculée et à long terme. Et puis la conversation a changé. Le ton de Delilah est devenu plus sérieux. Elle a posé une main sur son propre ventre, un petit sourire entendu jouant sur ses lèvres. C'était un geste qui semblait à la fois répété et profondément significatif. Eh bien, a-t-elle dit, en regardant Gareth, ses yeux brillants d'une lumière étrange et triomphante, nous allons devoir trouver une solution plus permanente bientôt. Gareth a baissé les yeux sur sa main, les sourcils froncés de confusion pendant une seconde avant que la compréhension ne se fasse sur son visage. Toute son expression s'est adoucie en quelque chose que je n'avais pas vu chez lui depuis des années, un regard de pure et totale admiration. « Tu es sûr ?» a-t-il chuchoté, la voix tremblante. Elle a hoché lentement la tête, son sourire s'élargissant. « J'ai fait un autre test ce matin. Juste pour être certaine. C'est définitif, Gareth. Je suis enceinte. » L'air a quitté mes poumons dans un halètement silencieux et douloureux. Je ne pouvais plus respirer. C'était comme si le sol s'était dérobé sous tout le café, m'envoyant dans une chute libre silencieuse et sans fond. Enceinte. Ma sœur. Ma petite sœur était enceinte de l'enfant de mon mari. Oh mon Dieu, a soufflé Gareth, les mots une prière respectueuse. Il l'a serrée dans une autre étreinte, celle-ci remplie d'une énergie désespérée et triomphante. Il l'a soulevée du sol et l'a fait tourner dans le rayon de soleil, un moment de joie parfait et pittoresque. Un bébé, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion en la reposant. Nous allons avoir un bébé. Une vraie famille ? Les mots résonnaient dans le silence assourdissant de mon esprit. Que pensait-il que nous étions ? Que avaient été les 7 dernières années de notre mariage ? Une répétition générale ? Un substitut pour l'événement principal ? J'ai regardé, paralysé, mon mari et ma sœur célébraient la création d'une nouvelle vie qui signifiait la mort absolue et sans équivoque de la mienne. Ils parlaient de leur avenir, de leur bébé, de leur vie ensemble, tout cela dans le salon que j'avais si amoureusement peint en jaune, la pièce qui était censée être le cœur de notre foyer. Ils ne me trompaient pas seulement, ils me remplaçaient. Et ils le célébraient. Je ne me souviens pas avoir payé mon latte. Je ne me souviens pas avoir quitté le café. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être dans ma voiture, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches.
Mon corps était en pilote automatique, mais mon esprit était une tempête déchaînée de douleur, d'incrédulité et d'une fureur blanche que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il n'y avait qu'une seule pensée, un seul besoin désespéré et primal, je devais aller voir ma mère. J'avais besoin de ma mère. En ce moment de dévastation complète, elle était le seul port sur auquel je pouvais penser. Elle était censée être mon ancre, la seule personne au monde qui me prendrait dans ses bras, me dirait que tout cela n'était qu'un horrible cauchemar, et serait sans équivoque, farouchement de mon côté. J'ai freiné brusquement dans son allée, mes pneus crissant sur le gravier, sans même prendre la peine de me garer entre les lignes. Je suis sorti en titubant de la voiture et je suis pratiquement tombé contre sa porte d'entrée, la martelant de mes poings, mon souffle sortant en sanglots saccadés et douloureux. Elle a ouvert, son visage un masque de surprise qui s'est rapidement transformé en alarme. « Audrey, mais qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Le barrage a cédé. Le sang-froid que j'avais soigneusement maintenu dans le café s'est brisé. Je me suis effondré dans ses bras, les mots sortant en un désordre cassé et incohérent. « Maman, ai-je pleuré ?» Ma voix étouffée et rauque. C'est Gareth et Delilah. Dans notre maison. Il y a un bébé. Il l'est. Je ne pouvais pas finir une phrase. J'ai juste pleuré, tout mon corps secoué par la force de mon chagrin et de mon horreur. Elle m'a guidé à l'intérieur, son contact étonnamment maladroit et rigide, et m'a assise sur son canapé fleuri. Elle n'arrêtait pas de me tapoter le dos, faisant des bruits de chute, disant « Allons, allons, Audrey, calme-toi. Je ne peux pas te comprendre quand tu es hystérique. » Elle essayait de me faire raconter l'histoire, les sourcils froncés par ce que je pensais être de l'inquiétude, quand nous avons entendu une autre voiture arriver dans l'allée. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et Delilah est entrée. Son visage était radieux. Elle était absolument resplendissante, rayonnant d'un bonheur qui ressemblait à une agression physique. Elle s'est arrêtée net en me voyant, une épave sanglotante et froissée sur le canapé. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, une lueur de quelque chose, de la culpabilité, de l'agacement, avant qu'elle ne se reprenne de manière experte. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, ses yeux allant de moi à sa mère. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant que je puisse rassembler mes pensées en une accusation cohérente, Delilah a apparemment décidé de saisir le moment. Elle a regardé sa mère, son visage s'illuminant à nouveau d'un sourire éclatant, et a lâché « Maman, j'ai quelque chose à te dire. La plus merveilleuse des nouvelles. Je suis enceinte. » Mes sanglots se sont coincés dans ma gorge. J'ai retenu mon souffle, regardant le visage de ma mère, attendant. Je m'attendais au choc, à la confusion, à l'horreur naissante alors qu'elle reliait la nouvelle de Delilah à ma dépression. Je m'attendais à ce qu'elle se retourne contre Delilah, qu'elle exige une explication, qu'elle défende sa fille aînée dévastée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'expression de ma mère s'est adoucie. Les rides d'inquiétude sur son visage ont fondu, remplacées par un lent sourire grandissant de joie pure et sans mélange. Elle s'est levée, et passée juste devant moi comme si j'étais un meuble, et a enlacé Delilah dans une étreinte serrée et festive. « Oh, ma chérie, c'est une merveilleuse nouvelle », s'est-elle exclamée, sa voix remplie d'une chaleur qu'elle ne m'avait pas montrée. « Un bébé. Oh, Delilah, je vais être grand-mère. » Je les ai regardés, enfermés dans leur étreinte heureuse, mon cœur se brisant en un million de petits morceaux tranchants. « Maman », ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. « Tu as entendu ce que j'essayais de te dire ? C'est celui de Gareth. Le bébé est de Gareth. » Ma mère s'est finalement tournée pour me regarder, ses bras toujours passés amoureusement autour des épaules de Delilah. Il n'y avait aucune sympathie dans ses yeux. Il n'y avait aucun conflit. Il n'y avait qu'une détermination froide et dure. « Je t'ai entendu, Audrey », a-t-elle dit, sa voix plate et méprisante. Et honnêtement, je ne suis pas surprise. J'ai toujours su que Gareth était mieux adapté à Delilah. Il a besoin de quelqu'un avec un peu plus d'étincelle, un peu plus d'ambition. Ta sœur mérite ce bonheur. Elle mérite un homme qui peut la suivre. Le monde a basculé sur son axe et a tourné au noir. Ma propre mère. Ma propre mère choisissait ma sœur, celle qui venait de me trahir de la manière la plus odieuse qui soit. Elle ne se contentait pas de l'approuver, elle le validait. Elle le célébrait. Mes 7 ans de mariage, ma maison, mon cœur, tout cela était un dommage collatéral acceptable dans la poursuite du bonheur de Delilah. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté terrible et écrasante, je n'avais jamais été la fille préférée.
J'avais juste été la tranquille, la facile, la remplaçante. Delila était celle qu'elle avait toujours vraiment vue, vraiment défendue. Et moi, j'avais juste été complètement et totalement effacé. Une vague de nausées, chaude et acide, monta dans ma gorge. Je pensais que j'allais être malade là, sur le tapis beige immaculé de ma mère. Je me suis relevé en chancelant, le motif floral du canapé dansant devant mes yeux. J'ai besoin d'air, ai-je marmonné, ma voix me paraissant distante et étrange à mes propres oreilles. J'ai fui la maison, dévalant les marches du porche, incapable de supporter la vue de leur visage triomphant et uni une seconde de plus. Je suis monté dans ma voiture, mes mains tâtonnant pour trouver les clés, tout mon corps tremblant. Mais je ne pouvais pas me résoudre à démarrer le moteur et à partir. J'étais paralysé par un chagrin si profond qu'il semblait être un poids physique me clouant au siège du conducteur, une couverture de plomb m'étouffant. Je suis resté assise là, regardant fixement la pelouse parfaitement entretenue de ma mère, les joyeux géraniums rouges fleurissant dans les parterres. La fenêtre du salon était légèrement entr'ouverte pour laisser entrer l'air frais du printemps, et leur voix me parvenait, nette et claire dans le calme de l'après-midi. J'aurais dû partir. J'aurais dû allumer la radio, mettre la musique à fond, et démarrer en trombe pour quitter cette allée pour toujours. Mais je ne pouvais pas. J'étais un papillon de nuit attiré par une flamme dont je savais qu'elle brûlerait ce qu'il restait de moi. Elle prend ça de façon si dramatique, ai-je entendu dire Delila, sa voix n'étant plus radieuse, mais acérée de dédain. On croirait qu'elle est la première femme à divorcer. Elle s'en remettra, a répondu ma mère, sa voix froide et pragmatique. C'était la voix qu'elle utilisait pour faire ses comptes. Ce qui est important maintenant, c'est toi, Gareth et le bébé. Nous avons besoin d'un plan solide. Gareth doit entamer la procédure de divorce immédiatement. Il doit contrôler le récit. Nous ne pouvons pas laisser ça traîner et devenir compliqué. Mon sang se glaça. Un plan. Ce n'était pas juste une réaction, c'était une session de stratégie. Mais qu'en est-il de la maison, demanda Delila, une plainte familière s'insinuant dans sa voix. Et leurs économies? Audrey a mis une grande partie de son héritage de grand-mère dans la compte. Maman, elle m'a dit une fois que c'était presque 60 000 $. Elle se battra pour ça. Elle essaiera de prendre la moitié de tout. Puis j'ai entendu la voix de ma mère, basse et conspiratrice, un sifflement de serpent. Et les mots qu'elle a prononcés ensuite ont arrêté mon cœur de battre complètement. Pas si c'est elle qui est en faute, a dit ma mère, son ton d'un pragmatisme glacial. Écoute-moi, Delila. Voici ce qui doit se passer. Gareth va lui dire qu'il sait qu'elle a une liaison. Nous inventerons quelque chose. Ce type de son ancien bureau avec qui elle était amie, comment s'appelait-il? Peu importe. Nous avons juste besoin de planter la graine. Ce sera sa parole contre la sienne. Mais si elle nie? Il n'y a pas de preuve, a souligné Delila. Nous en créerons, a dit ma mère sans la moindre hésitation. C'est assez facile. On peut demander à un de tes amis d'envoyer des textos suggestifs, quelque chose dont on pourra prendre une photo. Ou mieux encore, Gareth peut dire qu'il a engagé un détective privé qu'il a vu rencontrer quelqu'un. Dans un divorce contesté, surtout dans cet état, si elle est prouvée être la partie adultère, il obtiendra tout, la maison, la majorité des actifs. Elle aura de la chance de repartir avec sa voiture. Toi et le bébé serez en sécurité. C'est la façon la plus propre de le faire. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer un cri, un hoquet, un sanglot, quelque chose. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un complot prémédité, malveillant, diabolique. Il ne se contentait pas de prendre mon mari, mon avenir et ma famille. Il complotait pour détruire systématiquement ma réputation, ma sécurité financière et ma vie entière. Ils allaient me dépeindre comme une femme adultère, menteuse et vulgaire pour pouvoir voler ma maison et mon argent sans combat. Ma propre mère et ma sœur étaient assises dans ce salon ensoleillé et joyeux, sirotant probablement du thé glacé, et planifiant calmement et méthodiquement ma ruine complète et totale. La perversité pure de la chose était à couper le souffle. C'était tellement plus personnel et cruel que l'adultère lui-même. Un adultère que je pouvais presque comprendre comme un crime passionnel, de faiblesse. Mais ça, c'était un crime de caractère. C'était une question d'avidité, de cruauté et d'un manque total de compas moral. C'était froid. C'était calculé. Et cela venait des deux personnes au monde qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. À cet instant,
le chagrin en moi, la douleur brûlante et cuisante, s'est figé sur place. Il a caillé et durci pour devenir quelque chose de complètement différent. C'est devenu une pierre froide et lourde de rage pure et sans mélange, et cela m'a donné une clarté étrange et terrifiante. Ils pensaient que j'étais faible. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai finalement réussi à tourner la clé dans le contact, le son du moteur rugissant me faisant sursauter. Je me suis éloigné de la maison de ma mère, mes mouvements saccadés et désordonnés. J'ai conduit. Je ne savais pas où j'allais, j'avais juste besoin d'être en mouvement. Les rues familières de la banlieue se sont transformées en une traînée de couleurs et de formes sans signification à travers mes yeux remplis de larmes. Mon esprit était une rediffusion chaotique et horrifiante des dernières heures, une boucle continue de tourments, l'image de Gareth et de Lila s'embrassant dans mon salon ensoleillé, le son de leur rire triomphant, le regard radieux et lumineux sur le visage de ma sœur alors qu'elle annonçait sa grossesse, les mots froids et méprisants de ma mère. Elle mérite ce bonheur. Et enfin, les détails glaçants et cliniques de leur conspiration pour me détruire. Chaque souvenir était une nouvelle vague d'agonie, chacun plus débilitant que le précédent. Après 10 minutes de conduite sans but, j'ai dû m'arrêter sur le parking désert d'un grand magasin fermé parce que je sanglotais si fort que je ne pouvais plus voir la route. J'ai coupé le moteur, et le silence dans la voiture était absolu, amplifiant la tempête dans ma tête. J'ai posé mon front contre le volant, le plastique texturé bon marché froid contre ma peau brûlante, et j'ai poussé un cri rauque et guttural qui m'a déchiré la gorge. C'était un son de pure douleur animale, le son d'une vie déchirée en deux. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu être si stupidement, béatement naïve? J'ai commencé à rejouer des années de ma vie, les scrutant comme un enquêteur, à la recherche d'indices, et maintenant tout était éclairé d'une lumière nouvelle et terrifiante. Les petites choses que j'avais rejetées comme des bizarreries ou des ennuis mineurs semblaient maintenant être de gigantesques panneaux d'avertissement clignotant au néon. Je me suis souvenu de vacances en famille à la plage il y a 3 ans. J'avais pris un coup de soleil et j'étais allé me coucher tôt. Je me suis réveillé vers minuit pour boire un verre d'eau et j'ai vu Gareth et Delilah assis sur le porche sombre, leurs têtes rapprochées, parlant à voix basse. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté, et Delilah a rapidement dit qu'il parlait juste d'un problème qu'elle avait au travail. Je l'avais cru. Je me suis souvenu de toutes les fois où Gareth prenait le parti de Delilah dans le moindre désaccord familial mineur, présentant toujours cela comme s'il essayait juste de maintenir la paix. J'avais pensé qu'il était un bon beau-frère diplomate. Maintenant, je voyais ce que c'était, de l'allégeance. Je me suis souvenu des urgences professionnelles, tard le soir de Gareth qui étaient devenues plus fréquentes au cours de la dernière année, des appels téléphoniques à voix basse qu'il prenait dans l'autre pièce, des sourires secrets et partagés que je surprenais entre eux à table et que je m'étais toujours dit n'être que des signes d'une relation amicale et confortable entre beaux-parents. Tout était là. Les preuves me criaient au visage depuis des mois, peut-être des années, et j'avais choisi de ne pas les entendre. J'étais tellement investi dans le maintien de mon image parfaite que j'avais volontairement ignoré chaque coup de pinceau qui n'était pas à sa place. J'avais repeint sur les fissures moi-même. Je suis resté dans cette voiture pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le soleil a commencé à se coucher, projetant de longues ombres solitaires sur l'asphalte vide et fissuré. J'ai ressenti un vide profond et écrasant. L'amour que j'avais pour mon mari, le lien que je pensais avoir avec ma sœur, la sécurité que je ressentais dans l'affection de ma mère, tout avait disparu. Tout n'avait été qu'une illusion, une histoire que je me racontais. Je n'étais pas seulement brisé, j'étais un fantôme. Ils m'avaient déjà rayé de leur histoire et ne faisaient que régler les détails logistiques de mon élimination. Pendant un petit moment, je me suis laissé sombrer dans ce désespoir. Il semblait sans fond. Je pouvais simplement laisser faire. Je pouvais les laisser me ruiner, les laisser tout prendre. Ce serait plus facile que de se battre. Ce serait plus facile que de ressentir autant de douleur. Mais alors, à travers le brouillard épais du chagrin, le son de la voix de ma mère a résonné dans ma tête, froide et calculatrice, pas si c'est elle qui est en faute. Et c'est là que l'étincelle de rage que j'avais ressentie plus tôt s'est enflammée pour devenir un brasier gigantesque et dévorant. Non. Je ne les laisserai pas me faire ça. Je ne serai pas leur victime. Je ne serai pas l'épouse adultère pratique qu'on jette sans rien. Ils avaient commencé cette guerre, mais ce serait moi qui la terminerais. Mes mains tremblaient encore, mais maintenant ce n'était plus de chagrin. C'était à cause de l'adrénaline. J'ai fait défiler mes contacts, passant devant les noms de ma mère et de ma sœur, des noms qui ressemblaient maintenant à des mots étrangers,
jusqu'à ce que mon pouce survole le seul nom en qui je savais pouvoir avoir confiance, Béatatrice. Béatatrice et moi étions amis depuis notre première année d'université. Nous formions un couple étrange. Elle était une New-Yorkaise vive, cynique et pragmatique qui était venue dans notre université d'État pour changer d'air. Et j'étais, eh bien, moi. Mais nous étions liés instantanément. Nous n'avions pas le genre d'amitié qui nécessitait un contact constant. Nous pouvions passer des mois sans plus que quelques textos, toutes deux occupées par nos propres vies. Mais quand nous nous retrouvions, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Elle était mon roc, farouchement loyale et brutalement honnête. Elle était tout ce que ma sœur n'était pas. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, mon cœur battant dans ma poitrine. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Audrey, tout va bien ? Tu ne m'appelles jamais au milieu d'une journée de travail. » Sa voix était immédiatement alerte, sentant le danger. Et tout comme avec ma mère, tout est sorti. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas une épave sanglotante et incohérente. J'étais étrangement calme, détaché, comme si j'étais un détective livrant un briefing sur une affaire troublante. Je lui ai tout raconté, de la réparation innocente de la caméra à l'adultère, la grossesse, et enfin, la conspiration diabolique que j'avais entendue chez ma mère. Béatatrice ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle n'a offert aucune platitude vide et inutile comme « je suis vraiment désolé » ou « c'est terrible ». Elle a juste écouté, une présence silencieuse et intense à l'autre bout du fil. Je pouvais presque la sentir traiter chaque détail, le classer. Quand j'ai finalement terminé, le silence s'est étiré pendant quelques lourdes secondes. Puis sa voix est revenue, claire et ferme comme un scalpel de chirurgien. « D'accord, a-t-elle dit. D'accord, Audrey, écoute-moi très, très attentivement. Ne rentre pas chez toi pour le confronter. N'appelle pas ta sœur pour lui hurler dessus. Et tu ne parleras plus à ta mère à moins que je ne sois dans la pièce avec toi. Tu m'as comprise. Mais Béatatrice, je dois. » Non, m'a-t-elle coupé, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Tu ne vas rien faire d'émotionnel pour le moment. Tes sentiments sont valides, mais ils sont un handicap. Pour l'instant, nous allons être stratégiques. Tu vas faire exactement ce que je dis. Premièrement, cette vidéo de la caméra, celle d'eux dans le salon. Où est-elle ? Elle est sur mon téléphone, dans l'application, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Pas suffisant, a-t-elle dit immédiatement. Ça pourrait être effacé. Ce soir, quand ce salaud dormira, je veux que tu sauvegardes cette vidéo. Enregistre ton écran pendant qu'elle passe. Télécharge le fichier original si tu peux. Envoie-le-moi par courriel. Envoie-le à une nouvelle adresse courriel secrète que tu vas créer, et sauvegarde-le sur un service de stockage en ligne dont il ne connaît rien. Nous avons besoin de copies multiples et redondantes. Cette vidéo est ta bouée de sauvetage, Audrey. C'est la preuve qui démantèle complètement leur dégoûtant petit plan pour t'accuser. Ces mots pratiques et stratégiques ont été comme une gifle d'eau froide. Ils ont traversé mon chaos émotionnel comme un laser. Elle ne me traitait pas comme une victime fragile qui avait besoin d'être choyée. Elle me traitait comme un soldat se préparant au combat. D'accord, ai-je chuchoté, une lueur de force revenant. D'accord, je peux faire ça. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, son ton implacable, tu vas rentrer chez toi, et tu vas devenir Meryl Streep. Tu vas gagner un Oscar. Tu vas sourire à Gareth, lui demander comment s'est passée sa journée, et agir comme si tu avais eu un après-midi merveilleux et tout à fait normal. Tu vas être l'épouse la plus douce et la plus aimante qu'il ait jamais vue. Tu ne lui donneras aucune raison, pas une seule, de soupçonner que tu sais. Nous ne pouvons pas leur faire savoir que tu as entendu leur plan. Nous avons besoin qu'ils se sentent en sécurité. Nous avons besoin qu'ils tombent droit dans le piège que tu es sur le point de tendre. Je ne sais pas si je peux faire ça, B, ai-je dit, la pensée de lui faire face, de le toucher, me retournant l'estomac. Si, tu peux, a dit Béatatrice, sa voix s'adoucissant juste un peu, un rare moment de tendresse. Tu es tellement plus forte que tu ne le penses, Audrey. Ils t'ont sous-estimé toute ta vie. Laisse-les continuer à le faire. Pour l'instant, ton travail est de survivre, de rassembler tes munitions et de te protéger. Demain matin, à la première heure, tu vas appeler un avocat spécialisé en divorce. J'en connais une bonne. Un vrai requin. Je te texterai son numéro. Ta crise de nerfs peut attendre.
Pour l'instant, c'est l'heure de la guerre. Quand j'ai raccroché, quelque chose de profond en moi avait changé. Le chagrin et la douleur étaient toujours là, un trou massif et douloureux dans ma poitrine. Mais il n'était plus aux commandes. Je n'étais plus seulement une épouse au cœur brisé. J'avais une mission. J'avais un plan. Et pour la première fois lors du pire jour de ma vie, je n'étais pas seul. Rentrer chez moi ce soir-là a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. La porte d'entrée, qui représentait autrefois la sécurité et le confort, ressemblait maintenant à l'entrée d'un camp ennemi. L'air à l'intérieur était épais de trahison. Chaque objet semblait se moquer de moi, les photos encadrées de notre mariage sur le manteau de la cheminée, nous deux souriants, si jeunes et pleins d'espoir, le canapé moelleux où ils s'étaient embrassés quelques heures plus tôt, les parquets sur lesquels ils s'étaient tenus pour célébrer ma remplaçante. Toute la maison ressemblait à une scène de crime, et j'étais forcé d'y vivre. Gareth était dans la cuisine, fredonnant pour lui-même en coupant des légumes pour une salade. Il a levé les yeux quand je suis entré et a souri, ce sourire facile et beau que je trouvais autrefois être la plus merveilleuse des visions. Maintenant, il ressemblait juste à un mensonge bien répété. « Salut, ma chérie, te voilà. Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé, s'approchant pour m'embrasser sur la joue. Ses lèvres étaient chaudes contre ma peau. J'ai dû utiliser chaque once de ma volonté pour ne pas tressaillir, pour ne pas reculer de dégoût. J'ai senti une vague de répulsion brûlante m'envahir, mais je l'ai refoulée, profondément, et j'ai livré la performance de ma vie. J'ai forcé mes lèvres à sourire, une chose fragile et fausse qui semblait sur le point de fissurer mon visage. C'était bien, ai-je dit, ma voix sonnant étonnamment, terrifiante normale. Juste une journée tranquille. J'ai fait quelques courses, pris un café avec une amie. Le mensonge est venu facilement. J'apprenais. Ça sent bon ici, ai-je ajouté, en désignant la cuisinière où une poêle de saumon grésillait. C'était un commentaire stupide et insignifiant, mais c'était normal. Et le normal était mon nouveau camouflage. Cette soirée fut une masterclass de torture psychologique. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la même table où nous avions organisé d'innombrables dîners et fêtes de famille, et je l'ai écouté parler de son prochain voyage. Il était si animé, si plein d'énergie et de projets. Je savais maintenant que ce n'était pas seulement de l'excitation pour son travail, c'était le frisson de sa nouvelle vie, la vie qu'il s'apprêtait à commencer avec ma sœur, financée par ma destruction. Je n'ai fait qu'hocher la tête et sourire, poussant la nourriture dans mon assiette. Le délicieux repas qu'il avait préparé avait un goût de cendre dans ma bouche. Mon estomac était dans un nœud si serré et douloureux que je ne pouvais pas avaler une seule bouchée. Je n'ai juste pas très faim ce soir, ai-je dit avec un petit haussement d'épaule quand il l'a remarqué. J'ai dû déjeuner trop copieusement. Un autre mensonge facile. Le pire fut l'heure du coucher. Alors que nous nous préparions à aller au lit, accomplissant les gestes familiers et intimes de nous brosser les dents côte à côte, je l'ai vu envoyer des textos sur son téléphone, le dos partiellement tourné vers moi. Il avait un petit sourire secret sur son visage. Je savais à qui il envoyait des textos. Je voulais lui arracher le téléphone des mains et le fracasser contre le mur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un tas de plastique et de verre. Je voulais lui hurler dessus, lui griffer le visage, exiger de savoir comment il pouvait me faire ça, nous faire ça. Mais j'ai juste fini de me brosser les dents, je me suis retourné, le dos tourné vers lui, et j'ai fait semblant de dormir. Je suis resté allongé là pendant des heures, mon corps rigide, mes muscles endoloris par l'effort de rester immobile. J'écoutais le son de sa respiration régulière et égale à côté de moi, la respiration d'un homme sans le moindre souci au monde, un homme sans conscience. Des larmes coulaient silencieusement des coins de mes yeux, trempant mon oreiller, mais je n'ai pas fait un bruit. Les 2 jours suivants furent une forme lente et unique d'enfer. J'ai dû supporter les appels de ma mère et de Delila, toutes deux prenant des nouvelles, cherchant des informations, voyant si je soupçonnais quelque chose. Ma mère a appelé pour savoir comment j'allais, après notre petite discussion. Sa voix utilisait une fausse sympathie mielleuse qui me donnait la chair de poule. Je m'inquiète juste pour toi, ma chérie. Tu avais l'air si bouleversée. Delila a appelé pour demander la recette d'un gâteau au citron que je fais, bavardant sur une fête qu'elle organisait. Tout le monde adore ton gâteau, Audrey. Tu dois me dire ton secret. Chaque mot joyeux et normal était un coup de poignard. J'ai répondu à leurs questions, ma voix un monotone soigneusement contrôlée, mes réponses courtes et non engageantes. J'étais polie, distante, un fantôme dans ma propre vie. Je pouvais dire que ça les déconcertait,
mais elles étaient trop absorbées par leur propre manigance, trop convaincues de leur propre intelligence pour y prêter beaucoup d'attention. Elles voyaient mon silence comme de la tristesse, comme de la faiblesse. Elles n'avaient aucune idée que c'était le calme avant la tempête. Chaque faux sourire, chaque signe de tête polie était moi aiguisant mes armes en silence. La nuit avant le départ prévu de Gareth pour son voyage fut blanche. Je suis resté au lit, feignant de dormir, tout mon corps un ressort tendu. J'ai attendu, écoutant sa respiration, jusqu'à ce qu'elle s'approfondisse dans la cadence lente et rythmée d'un sommeil profond. Il devait être 2 heures du matin. Soigneusement, lentement, je me suis glissé hors du lit. Les lattes du plancher n'ont pas grincé. La maison était silencieuse. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé alors que je prenais mon téléphone pour aller dans la salle de bain principale, fermant la porte aussi silencieusement que possible et la verrouillant. Le clic de la serrure a résonné comme un coup de feu dans le silence. Je me suis assise sur le carrelage froid, le tapis de bain doux sous moi, baigné dans la lueur faible et stérile de l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité, mes mains tremblant alors que je naviguais vers les enregistrements d'il y a 2 jours. J'ai trouvé le fichier. J'ai appuyé sur lecture. Je me suis forcé à tout revoir. Cette fois, il n'y avait pas de larmes. Cette fois, il ne s'agissait pas de la douleur. Il s'agissait de la preuve. J'ai regardé avec la concentration froide et détachée d'un procureur. J'ai lancé un enregistrement d'écran sur mon téléphone, m'assurant de capturer chaque seconde de leur conversation, chaque baiser traître, chaque sourire triomphant. Je me suis assuré que la date et l'heure étaient clairement visibles dans le coin de l'enregistrement. Quand ce fut terminé, j'ai sauvegardé le nouveau fichier vidéo dans la galerie de mon téléphone. Puis le vrai travail a commencé. J'ai ouvert la nouvelle adresse courriel secrète que j'avais créée cet après-midi sur l'ordinateur de la bibliothèque, une adresse sans aucun lien avec mon nom. J'ai joint le fichier vidéo et l'ai envoyé à Béatatrice. Puis j'en ai envoyé une autre copie à moi-même à la même adresse secrète. Puis j'ai ouvert la nouvelle application de stockage en ligne que j'avais téléchargée, une obscure dont j'étais sûr que Gareth n'avait jamais entendu parler, et j'ai téléversé le fichier. J'ai regardé la barre de progression se remplir, une fine ligne bleue d'espoir. Une fois terminé, j'ai supprimé l'enregistrement d'écran original de la galerie de mon téléphone. Pas de traces. J'avais des copies multiples, redondantes et hors site. C'était ma police d'assurance. C'était la vérité indéniable, inaltérable, capturée et préservée. Le lendemain matin, j'ai livré ma meilleure performance à ce jour. Je l'ai conduit à l'aéroport. J'ai souri. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir à la porte de sécurité, un baiser de Judas persistant qui m'a retourné l'estomac. Tu vas me manquer, ai-je dit, les mots ayant un goût de poison. Tu vas me manquer aussi, ma chérie, a-t-il dit, en me serrant la main. Je t'appellerai quand j'atterrirai. Il n'avait aucune idée que je lui disais adieu pour toujours. Dès que son vol a été dans les airs, mon vrai travail a commencé. Je suis rentré directement à la maison, et je ne me suis pas arrêté un instant. Béatatrice m'avait dit de rassembler tous les documents financiers que je pouvais trouver, et je suis devenu une experte comptable judiciaire dans ma propre maison. Je suis allé directement au classeur de notre bureau à domicile, un meuble que j'avais toujours ignoré, et j'ai commencé à sortir des dossiers. Mes mains bougeaient avec une urgence fébrile et concentrée. J'ai tout sorti, nos déclarations de revenus conjointes des 5 dernières années, les relevés bancaires de nos comptes d'épargne et chèques conjoints, le dossier épais avec les documents hypothécaires de la maison, les titres de propriété des voitures, les relevés de notre portefeuille d'investissement. J'ai passé les 4 heures suivantes au magasin de photocopie locale, faisant méthodiquement des copies de chaque page. Je me suis souvenu de ce que Delilah avait dit à propos de mon héritage de ma grand-mère, ma douce grand-mère qui m'adorait et m'avait laissé une somme modeste pour m'aider à construire une vie heureuse. J'en avais utilisé une part importante, près de 60 000 $, pour la compte de notre maison. J'ai fouillé dans mes vieux dossiers jusqu'à ce que je le trouve, les registres de virements bancaires et les documents de clôture qui montraient clairement la source de ces fonds, mon nom juste là. Tout était là, noir sur blanc. En fouillant plus profondément dans le classeur, dans des tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis des années, j'ai trouvé des choses qui m'ont encore plus glacé le sang. Caché au fond d'un tiroir, sous une pile de vieux manuels d'utilisation, j'ai trouvé une pile de relevés de cartes de crédit. Il concernait une carte American Express à haute limite au nom de Gareth que je n'avais jamais vue auparavant. Mes mains tremblaient alors que je les étalais sur le sol. Les dépenses étaient une carte détaillée et écœurante de sa vie secrète.
Il y avait des dîners chics dans des restaurants chers du centre-ville où je n'étais jamais allé, des endroits qu'il avait toujours prétendu être trop guindés pour nous. Il y avait des réservations d'hôtels dans des villes voisines pour des dates que je réalisais maintenant être ces longues soirées au bureau. Il y avait une dépense de plus de $2000 dans une bijouterie de luxe il y a 3 mois, ni pour notre anniversaire ni pour le mien. Je savais avec une certitude qui me rendait malade à qui ce cadeau était destiné. Il finançait toute sa liaison avec notre argent, avec l'argent que j'avais aidé à gagner et à économiser. La rage qui m'a rempli était si intense qu'elle m'a donné le vertige. J'ai pris des photos d'une clarté cristalline de chaque relevé avec mon téléphone. À la fin de la journée, j'avais un épais dossier manille rempli de documents copiés et un dossier numérique sur mon service de stockage en ligne secret rempli d'images et de vidéos. C'était un arsenal. C'était la preuve documentée de ma vie, de mes contributions et de sa tromperie profonde et multifacette. Je n'étais plus seulement une épouse bafouée. J'étais une plaignante avec une montagne de preuves irréfutables. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à trouver la bonne personne pour m'aider à l'utiliser pour réduire leur monde en cendres. La recommandation de Béatatrice pour une avocate spécialisée en divorce était une femme nommée Catherine Davenport. Elle n'est pas bon marché, m'avait prévenu Béatatrice au téléphone. Mais c'est la meilleure. C'est un requin. Un requin bien habillé et poli, mais un requin quand même. Elle dévore les hommes comme Gareth au petit déjeuner. Le bureau de Catherine se trouvait au 30e étage d'un immeuble de verre élégant et moderne du centre-ville, le genre d'endroit qui semblait à la fois intimidant et profondément rassurant. La réception était minimaliste et élégante, avec de l'art abstrait sur les murs et une vue qui s'étendait sur toute la ville. Je suis entré, mes chaussures raisonnables silencieuses sur le sol en béton poli, serrant mon dossier manille contre ma poitrine comme un bouclier. Je me sentais complètement déplacé, une simple femme au foyer de banlieue dans un antre du pouvoir des affaires. Catherine Davenport n'était pas ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas une femme froide et agressive en tailleur-pantalon à rayures. Elle avait la quarantaine avancée, vêtue d'un chemisier en soie et d'un pantalon élégant mais discret. Elle avait des yeux vifs et intelligents qui semblaient voir à travers vous, mais son sourire était chaleureux et sa poignée de main ferme. Elle dégageait une compétence calme et posée qui m'a immédiatement mise à l'aise. Elle m'a conduite dans son bureau d'angle, qui offrait une vue panoramique imprenable sur la ligne d'horizon de la ville. « S'il vous plaît, Audrey, asseyez-vous » a-t-elle dit, en me désignant un confortable fauteuil en cuir en face de son bureau en acajou poli. Béatatrice m'a un peu raconté, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Commencez par le début. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté, ma voix basse et stable, relatant les faits tels que je les connaissais, tout comme je l'avais fait avec Béatatrice. Je lui ai expliqué la réparation de la caméra, la découverte, la confrontation avec ma mère et ma sœur, et la conspiration que j'avais entendue. J'ai essayé de garder mes émotions à l'écart, présentant les informations aussi clairement et concises que possible. Quand j'ai eu fini, j'ai poussé le dossier manille sur son bureau. J'ai des copies de tout ici, ai-je dit. Les documents financiers, les relevés bancaires, les documents de l'héritage, ces factures de cartes de crédit secrètes, et ceci. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblant légèrement maintenant que le moment était venu, et j'ai lancé la vidéo de Gareth et de Lila dans le salon. Catherine s'est penchée en avant, les coudes sur le bureau, le menton posé sur ses doigts joints. Elle a regardé l'écran attentivement, son expression illisible mais intensément concentrée. Son visage est resté neutre, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper en écoutant mon mari et ma sœur planifier leur avenir. Elle a prêté une attention particulière à l'audio que j'avais enregistré depuis ma voiture, la partie où ma mère et ma sœur discutaient de leur complot pour m'accuser d'adultère. Quand la vidéo s'est terminée, elle s'est adossée à son fauteuil et m'a regardé pendant un long moment silencieux. Le silence était lourd, mais pas inconfortable. J'avais l'impression qu'elle analysait, qu'elle élaborait une stratégie. « Eh bien, Audrey » a-t-elle dit finalement, sa voix calme mais avec un tranchant dur comme le diamant. « Je traite des cas de divorce litigieux depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup de laideur. J'ai vu de l'avidité, de l'infidélité et de la cruauté. Mais ça, c'est une sorte de monstruosité particulière. La préméditation ici est stupéfiante. Une vague de soulagement si puissante m'a submergé que j'ai failli pleurer. Elle me croit. Je ne suis pas folle. Ils ne sentiront pas comme ça, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant d'acier. Leur plan de vous accuser d'infidélité n'est pas seulement de la calomnie, c'est un complot en vue de commettre une fraude contre vous et le tribunal.
Et vos enregistrements sont la preuve irréfutable qui le démontre. Ils ne nous ont pas seulement donné l'arme et les munitions. Ils ont fourni une confession signée. Pendant l'heure qui a suivi, elle a exposé une stratégie juridique claire, précise et brillante. Elle parlait en des termes que je pouvais comprendre, expliquant chaque étape. Nous allions demander le divorce immédiatement, pour cause de différends irréconciliables. Simultanément, nous déposerions une requête d'urgence pour geler tous nos actifs communs, les comptes bancaires, le portefeuille d'investissement, tout. Il ne le verra pas venir, a expliqué Catherine, un air de satisfaction sinistre dans les yeux. Les papiers lui seront signifiés à son hôtel en Californie. Il sera pris au dépourvu. Le temps qu'il revienne, il ne pourra plus toucher un centime de votre argent commun sans une ordonnance du tribunal. Nous prenons le contrôle du récit et des finances dès le premier jour. Elle a parlé de la maison, de l'argent de l'héritage que j'avais investi, et de la façon dont nous plaiderions pour une division des biens qui serait fortement et justement en ma faveur en raison de sa faute conjugale grave et de l'acte de complot pour me frauder. Elle m'a regardé, ses yeux vifs fixés dans les miens. Vous n'allez pas être la victime ici, Audrey. Vous avez été victimisée, mais cela se termine aujourd'hui. Dans ce processus, vous allez être la gagnante. Vous sortirez de tout cela la tête haute, votre dignité intacte et votre avenir financier assuré. Maintenant, a-t-elle dit, en se penchant légèrement en avant, êtes-vous prête à vous battre? J'ai pris une profonde inspiration, l'air stérile et climatisé de son bureau remplissant mes poumons. La peur et le chagrin étaient toujours là, un vide immense et douloureux en moi. Mais pour la première fois, ils étaient rejoints par quelque chose d'autre, quelque chose de puissant, une détermination juste. J'ai regardé cette femme forte et compétente qui était maintenant ma générale, ma championne. Et j'ai senti une vague de force que je ne me savais pas posséder. Oui, ai-je dit, ma voix claire et stable sans la moindre trace de tremblement. Je suis prête. Le plan fut mis en œuvre avec une efficacité chirurgicale et glaçante. Le lendemain même, alors que Garrett était à 3000 miles de là, participant à un déjeuner de conférence, Catherine a tout déposé au tribunal. Un huissier de justice a été dépêché à son hôtel à Los Angeles. Je ne peux qu'imaginer son visage lorsqu'on lui a remis une épaisse enveloppe juridique au milieu du hall de son hôtel. Ces messages vocaux paniqués et furieux ont commencé à inonder mon téléphone environ 1 heure plus tard. Audrey, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un divorce? Geler nos comptes? Rappelle-moi tout de suite. C'est de la folie. Puis un autre 1 heure plus tard. Tu es sérieuse? Tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'on parle. Et un autre. Décroche ton téléphone, bon sang. Tu es en train de foutre nos vies en l'air pour un malentendu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas écouté les messages plus d'une fois. Je les ai juste laissés s'accumuler, chacun étant une petite preuve satisfaisante de son effondrement. Je les ai tous sauvegardés. Il revenait en avion 2 jours plus tard. Je savais que j'avais besoin d'un dernier acte. Je ne pouvais pas simplement laisser tout se jouer par l'intermédiaire de nos avocats. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de tourner la page. J'avais besoin qu'ils sachent que je savais. Le matin du vol de retour de Garrett, j'ai envoyé un simple message texte à un groupe de discussion avec lui, Delilah et ma mère. Mes doigts étaient stables tandis que je tapais. Salut tout le monde. Garrett arrive ce soir. Je prépare son poulet rôti préféré pour un dîner spécial de bienvenue ce soir à 19 h. Je pense qu'il est temps que nous nous asseyions tous pour une discussion en famille. Il y a des questions importantes dont nous devons discuter. L'appât était lancé. Leur arrogance, j'ai parié, était si profonde qu'ils ne pouvaient pas imaginer que je savais quoi que ce soit au-delà du simple fait que je voulais divorcer. Ils supposeraient que j'étais émotive, instable, et qu'ils pourraient me manipuler. Delilah a répondu presque instantanément par un texto joyeux et hypocrite, bien sûr. La famille, c'est tout. Nous serons là pour vous soutenir tous les deux. Ma mère a envoyé une réponse simple et impérieuse, à 19 h. Ce soir-là, j'ai mis la table de la salle à manger avec notre plus belle porcelaine et nos plus beaux couverts, ceux que nous n'utilisions que pour Noël et Thanksgiving. J'ai ouvert une bonne bouteille de vin. J'ai préparé le plat préféré de Garrett, du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin et des asperges. La maison sentait bon et était accueillante, une image parfaite du bonheur domestique. Une scène préparée pour un dernier acte terrible. J'étais calme. Terrifiante calme.
L'actrice était prête pour sa dernière performance. Ils sont arrivés ensemble, un front uni et inquiet. Gareth avait l'air épuisé et en colère, son visage tendu par le stress. Delilah s'accrochait à son bras, son expression un masque de préoccupation soigneusement élaboré. Ma mère est entrée avec un air d'autorité froide, prête à servir de médiatrice et sans aucun doute à manipuler la situation à son avantage. Audrey, que signifie tout cela, a commencé Gareth, sa voix sèche dès qu'ils ont franchi la porte. Ce dîner, les papiers du divorce. Asseyez-vous, s'il vous plaît, ai-je dit, ma voix égale et agréable, en désignant la table magnifiquement dressée. Dînons d'abord. Nous sommes tous des adultes. Nous pouvons parler pendant le repas. Confus, mais incapables de refuser sans paraître déraisonnables, ils se sont assis. Le repas fut d'une tension atroce. Ils ont à peine touché à leur nourriture. Gareth essayait sans cesse d'entamer une conversation sérieuse, et je continuais à dévier joyeusement. Oh, pas maintenant. Profitons simplement du repas, disais-je avec un grand sourire. Moi, par contre, je mangeais lentement et délibérément. J'ai complimenté le vin. J'ai parlé du temps exceptionnellement chaud. J'ai demandé à ma mère des nouvelles de son club de jardinage. J'étais l'image de la normalité sereine, presque troublante. Finalement, après avoir débarrassé les assiettes à dessert, je me suis rassise à la tête de la table. J'ai croisé mes mains proprement devant moi. La performance était terminée. Alors, ai-je commencé, ma voix désormais dépourvue de sa chaleur antérieure. Elle était plate et froide. Je suppose que vous vous interrogez sur les papiers du divorce, Gareth. Il s'est lancé dans un discours préparé et pathétique sur le fait que je surréagissais, que nous traversions une mauvaise passe, que nous pourrions surmonter cela avec une thérapie. Delilah baissa les yeux sur ses genoux, l'image d'une sœur solidaire et affligée. Ma mère me regardait avec des yeux plissés et analytiques. Je l'ai laissé parler 1 minute, puis j'ai levé la main pour l'arrêter. Vous savez, c'est drôle, ai-je dit, un petit sourire froid effleurant mes lèvres. J'ai eu un petit problème d'entretien à la maison la semaine dernière pendant que tu te préparais pour ton voyage. J'ai fait réparer notre système de sécurité. Le technicien a fait un travail merveilleux. L'image est si nette maintenant. Et l'audio. L'audio est tout simplement incroyable. On peut entendre un chuchotement de l'autre bout de la pièce. J'ai regardé avec une satisfaction sombre et terrible la couleur quitter les visages de Gareth et Delilah. L'expression de ma mère a vacillé avec le premier soupçon d'incertitude réelle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai posé au centre de la table de la salle à manger et j'ai appuyé sur lecture. Le son de la voix de Gareth a rempli la pièce silencieuse, suivi de celle de Delilah. J'ai regardé leurs visages alors qu'ils étaient forcés de s'écouter, d'écouter leurs baisers, leur rire, le moment où Delilah a annoncé sa grossesse, Gareth déclarant joyeusement qu'ils seraient une vraie famille. Delilah a commencé à pleurer silencieusement, sa main volant vers son ventre. Gareth fixait le téléphone comme si c'était un serpent venimeux, prêt à frapper. Le visage de ma mère était un masque de choc pur et total. Ça, elle ne l'avait pas prévu. C'était une variable imprévue. Mais je n'avais pas fini. J'ai arrêté la vidéo, j'ai balayé l'écran et j'ai joué l'audio que j'avais enregistré depuis ma voiture. Et puis la propre voix de ma mère a rempli la pièce, froide et calculatrice, alors qu'elle exposait son plan méticuleux pour m'accuser, me détruire, prendre tout ce pour quoi j'avais jamais travaillé. Quand l'enregistrement s'est finalement terminé, il y a eu un silence de mort, suffocant. C'était si silencieux que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Je les ai regardés tous les trois, leurs expressions brisées, horrifiées, coupables. J'ai regardé mon mari, le traître. J'ai regardé ma sœur, la briseuse de ménage. Et j'ai regardé ma mère, le cerveau de l'opération. Je me suis penché en avant, ma voix tombant à un murmure qui était plus fort et plus puissant que n'importe quel cri ne pourrait jamais l'être. Le jeu est terminé. Si vous m'écoutez encore, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous afin que je sache que vous avez aimé et que vous m'avez accompagné dans cette épreuve. Votre soutien est un encouragement formidable qui me réconforte. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 et écoutez la suite de mon histoire. Pendant un long moment à couper le souffle, personne n'a bougé. C'était comme si le monde avait cessé de tourner, nous quatre figés dans un tableau de ruines.
Le seul son était l'écho faible et accablant de la voix de ma mère provenant du haut-parleur du téléphone. Puis la façade s'est brisée, et le chaos a éclaté. Gareth fut le premier à craquer. Avec un cri étranglé, il a repoussé sa chaise si fort qu'elle a raclé bruyamment le parquet, et il est tombé à genoux à côté de ma chaise. Il a attrapé ma main, mais je l'ai retirée vivement. Son visage était un désordre de larmes et de désespoir. « Audrey, s'il te plaît » a-t-il supplié, sa voix se brisant, pathétique. « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Une horrible et stupide erreur. J'étais confus. Je ne le pensais pas. On peut arranger ça. Je t'aime. Je jure devant Dieu, je t'ai toujours aimé. » Les mots étaient si creux, si manifestement faux que je n'ai ressenti qu'un mépris froid et lourd. Il n'était pas désolé pour ce qu'il avait fait, il était désolé d'avoir été pris. Delila, voyant que son approche rampante ne fonctionnait pas, a essayé une tactique différente. Elle a éclaté en sanglots bruyants et théâtraux, le genre qu'elle utilisait enfant pour se tirer d'affaire. « Tout était de ma faute » a-t-elle gémi, serrant son ventre de manière protectrice. J'étais seul et je l'ai séduit. Je lui ai mis la pression. Je suis tellement confuse et effrayée. Et maintenant avec le bébé. Audrey, s'il te plaît, ne fais pas ça à mon bébé. Il a besoin de son père. Elle essayait de se peindre comme la femme déchue tragique, victime de ses propres émotions. C'était une performance dégoûtante et insultante. Mais la réaction la plus révélatrice est venue de ma mère. Elle est restée assise là, rigide comme une statue, son visage pâle et ses lèvres pressées en une fine ligne blanche de fureur. Elle n'était pas désolée. Elle n'était pas horrifiée par ses actions. Elle était horrifiée que son plan parfait et infaillible ait été réduit à néant. Elle était furieuse que moi, sa fille calme et docile, l'ai déjouée. Quand elle a finalement parlé, sa voix était imprégnée d'un venin si pur qu'il aurait pu faire tourner le lait. « Tu as toujours été une enfant vindicative, Audrey » a-t-elle craché, ses yeux comme des éclats de glace. Toujours si dramatique, à enregistrer les gens, à manigancer. Tu as planifié tout ce petit mélodrame pathétique. Tu voulais juste détruire cette famille par jalousie. L'audace pure et stupéfiante de son accusation, de sa tentative de renverser la situation une dernière fois et de me peindre comme la méchante, était presque risible. Je les ai regardés tous les trois, le lâche rampant par terre, la manipulatrice aux larmes de crocodile à table, et la narcissique impénitente à l'autre bout. Et j'ai ressenti un profond et purifiant sentiment de libération. Je ne faisais plus partie de cette dynamique toxique et tordue. J'étais libre. Je me suis levé. Mes mouvements étaient calmes et délibérés. L'adrénaline avait disparu, remplacée par une certitude profonde et épuisante. Il n'y a plus de famille à détruire, ai-je dit, ma voix résonnant d'une finalité qui les a tous réduits au silence. Gareth a cessé de supplier. Les sanglots de Delila se sont arrêtés net. Vous trois vous en êtes chargés. Ce n'est pas une famille. C'est un complot. Maintenant, je veux que vous sortiez de ma maison. Audrey, c'est aussi ma maison, a balbutié Gareth, se relevant péniblement, le visage rouge et couvert de taches. Pas pour longtemps, ai-je dit froidement, en ramassant mon téléphone sur la table. Mon avocate, maître Davenport, a déjà vu et catalogué ces enregistrements. Elle a hâte de les présenter au tribunal si vous décidez de contester quoi que ce soit. Elle a qualifié vos actions de faute conjugale grave. C'était son terme. Maintenant, sortez. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et les tenues ouvertes, l'air frais de la nuit s'engouffrant. Il me fixait, abasourdi. Il était clair qu'il s'attendait à une dispute hurlante, à des larmes, à un combat dramatique et désordonné. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il ne s'attendait pas à cette résolution froide et inébranlable. Vaincus, ils sont sortis un par un défilé pathétique d'échecs. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ne se sont pas regardés les uns les autres. Ma mère m'a jeté un dernier regard de haine pure avant de se détourner. Gareth fut le dernier à partir. Il s'est arrêté sur le seuil, son visage un mélange de désespoir et d'incrédulité, comme s'il ne pouvait toujours pas comprendre qu'il avait perdu. Adi, a-t-il commencé, sa voix un faible plaidoyer. Au revoir, Gareth, ai-je dit, et j'ai fermé la lourde porte en chaîne sur son visage. J'ai tourné le pêne dormant, le son un clic fort, satisfaisant et final. Je me suis adossé contre la porte, le bois frais me soutenant. J'étais enfin,
vraiment seule dans ma maison, et je ne m'étais jamais sentie aussi puissante ou aussi libre de toute ma vie. Le divorce fut, comme Catherine l'avait prédit, rapide et brutal pour eux. Pour moi, il fut remarquablement propre. Face aux preuves vidéo et audio indéniables et multiples de l'adultère et du complot en vue de commettre une fraude, l'équipe juridique coûteuse de Garrett n'a eu d'autre choix que de lui conseiller de régler à l'amiable, et de régler rapidement, pour éviter une bataille judiciaire publique et humiliante. J'ai eu la maison. Le tribunal a reconnu que mon héritage avait fourni la majeure partie de l'investissement initial, et Catherine a réussi à faire valoir que sa faute conjugale grave signifiait qu'il avait renoncé à toute prétention sur celle-ci. J'ai obtenu une part importante de nos biens matrimoniaux, y compris la majorité de ses comptes de retraite lucratifs à titre de compensation punitive. Il lui restait son salaire, sa montagne de dettes secrètes de cartes de crédit de sa liaison, et une nouvelle obligation ordonnée par le tribunal de verser à Delila une pension alimentaire substantielle dès la naissance du bébé. Il avait tout misé, et il avait tout perdu. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère ni à ma sœur. Ce fut une rupture nette. J'ai bloqué leurs numéros, leurs comptes de réseaux sociaux, tout. J'ai renvoyé leurs cartes d'anniversaire sans les ouvrir. Elles n'existaient plus dans mon monde. Béatatrice m'a dit des mois plus tard que Delila avait eu le bébé, un petit garçon. Elle et Garrett avaient essayé de s'en sortir, emménageant dans un petit appartement en location de l'autre côté de la ville. Mais leur relation, bâtie sur un fondement de mensonges, de frissons et de trahisons, s'est rapidement effondrée sous le poids banal et implacable du stress financier et du ressentiment mutuel. Apparemment, l'étincelle qu'il ressentait pour Delila ne brillait pas si fort quand il était fauché, épuisé, et qu'elle était privée de sommeil avec un nouveau-né qui pleurait. Béatatrice a entendu d'une connaissance commune que leur dispute était épique. Ce n'était plus mon problème. Les premiers mois après leur départ ont été consacrés à la reconquête de mon espace, de ma vie. Ce fut un processus lent et délibéré. J'ai vendu la table de la salle à manger où la confrontation finale avait eu lieu et j'en ai acheté une petite ronde juste pour moi. J'ai repeint le salon d'une nouvelle couleur, un bleu serein et apaisant qui me rappelait l'océan. J'ai parcouru toute la maison avec des sacs poubelles, un rituel de purification. J'ai purgé chaque souvenir de lui, chaque cadeau qu'il m'avait fait, chaque photographie encadrée de notre vie ensemble. J'ai donné ces costumes coûteux à une œuvre de charité qui aide les hommes à se réinsérer après la prison. Cela semblait approprié. Lentement, j'ai recommencé à respirer. J'ai renoué avec de vieux amis comme Béatatrice, qui venaient pour des soirées vin et cinéma. J'ai commencé à suivre un cours de poterie le week-end, trouvant une joie profonde et méditative dans la sensation de façonner l'argile de mes propres mains. J'ai découvert les plaisirs simples et profonds d'une vie vécue uniquement pour moi-même, le calme de ma maison le matin avec une tasse de café et un bon livre, la liberté de manger des céréales pour le dîner si j'en avais envie, le luxe incroyable d'occuper tout le lit king size, m'étirant comme une étoile de mer. Je guérissais. Un après-midi ensoleillé, environ un an après ce jour horrible, j'étais assise sur mon porche dans un nouveau rocking chair que je m'étais acheté. Je buvais un grand verre de thé glacé et je regardais les hortensias que j'avais plantées des années auparavant se balancer dans la douce brise. Ma vie n'était plus une image parfaite et brillante tirée d'un catalogue. Elle était réelle. Elle était désordonnée et compliquée et elle avait des cicatrices, mais elle était mienne. Chaque centimètre carré était à moi. J'avais fait face à la pire trahison imaginable de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Et non seulement j'avais survécu, mais j'avais prospéré. Ils avaient essayé de m'écrire comme une victime tragique dans leur petite pièce sordide, mais j'avais déchiré leur scénario et écrit ma propre fin. Et dans ma version de l'histoire, j'étais l'héroïne. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires et votre soutien comptent énormément. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires. Prenez soin de vous.